Bonjour, mon nom est Nancy de Au-delà des mots. Des fois, on peut le percevoir comme une personne plus dure que qu'est-ce qu'il en a l'air. Le connaissez-vous vraiment? Je vous présente Georges Buscemi dans quelques instants. Bonjour Georges. Bonjour Nancy. Vraiment, merci d'être ici parce que j'ai comme plein de questions D'accord. à poser parce que, tu sais, bon, nous, ça fait quand même quelques fois qu'on te voit à Théovox. Tu t'occupes, dans le fond, de campagne... Québec Vie, oui, campagne c'est ça. Québec Vie, donc c'est non à l'avortement. Et puis, ça fait quelques fois, je te vois, bon, tu viens à la maison les jeudis soirs, et puis là, ben on apprend un peu plus à se connaître. On a une foi active, les deux. Et puis là, à un moment donné, on s'est parlé, parce que, bon, on sait que la marche arrive à grands pas, on va le dire comme ça, la marche arrive à grands pas, Oui, qui est la marche, dans le fond, pour la vie, exactement. qui va avoir lieu Le 31 mai, le c'est un 31 samedi mai. à 11 h devant l'Assemblée nationale. Et puis, là, quand on entend ça, venir de la bouche d'un homme, Oui, je vois déjà les mots qui se disent, ben là, c'est un homme qui s'occupe de la marche, c'est les femmes qui sont enceintes, etc., etc., etc. oui. Mais c'était pas là où ce que le bas blesse. Je dirais que souvent, quand les gens te voient, que ce soit dans Théovox Actualité ou peut-être même sur les réseaux sociaux que tu as toi-même sur ton côté, bien, des fois, les gens peuvent dire, bien, il est dur, c'est un homme, qu'est-ce qu'il connaît à l'avortement? Comment... parce que souvent, quand on entend parler, on t'entend parler, c'est souvent, c'est un meurtre, non à l'avortement. Puis, tu es comme très sûr de toi quand tu dis ce qui est bien, mais ce qui peut emmener une autre image qu'on n'est pas. Puis aujourd'hui, bien, ce que j'avais le goût, c'est exceptionnel. Habituellement, au-delà des mots, on va parler de notre témoignage de jeunesse et tout ça. Bien, j'ai envie quand même de faire un au-delà des mots avec toi puis de montrer un peu qui est Georges sous le masque de, De militant de pro-vie. militant pro-vie. D'accord. Bien, tu sais, pour commencer, toi, dans le fond, Georges, ton enfance, comment que ça a été? Bon, j'ai grandi à North Bay, en Ontario, OK? dans une famille bilingue. Donc, mon père de souche italienne, sicilienne, Ah, pour vrai? dont mon nom, Buscemi, c'est sicilien. OK. C'est peut-être à cause de ton accent québécois, j'aurais jamais pensé que Non, tu avais non. des Donc, origines je italiennes. suis franco-ontarien OK. avec du sang italien de mon père. OK. Mais vraiment, mon père lui-même ne parle pas italien. OK. Et de ma mère, c'est une Canadienne française née à Sainte-Scolastique, c'est près de Mirabel. Donc, une femme qui a été élevée euh, avec 11 frères et sœurs. Des grandes familles. Une grande famille québécoise typique de ce temps-là. Et elle a fini par devenir enseignante. Dans ce temps-là, c'est soit infirmière ou enseignante ou mère à la maison. Donc, elle a choisi enseignante. OK. Donc, à 17 ans, elle a commencé à enseigner. Puis ensuite, elle est devenue prof de français langue seconde en Ontario. Et rendue à North Bay, elle a rencontré mon père. Tu peux dire, dans le fond, que tu as eu une enfance ordinaire, normale. Ordinaire, j'ai grandi à North Bay. C'est un milieu plutôt anglophone. Avais-tu une famille un peu pro-militante pour Pas du quelque tout. chose? Non. Pas du tout. Une famille très ordinaire de banlieue. Une belle maison, deux garages, ordinateur Commodore 64, qui est, dans ce temps-là, c'était Une grosse un objet de ordinateur, luxe. ouais, ouais. Avec, pour télécharger les jeux, on avait un joueur de cassette, là, puis on jouait des jeux vidéo avec mes amis. On s'en allait dans le sous-sol, puis on jouait aux jeux vidéo. On faisait du vélo. C'était les années 80. Puis c'était une enfance très typique, des comics qu'on lisait, des randonnées.
Donc, vraiment, tout était normal. Il n'y avait pas de militantisme. Mes deux parents étaient enseignants. Au primaire, mon père, puis au secondaire, ma mère. Et au primaire, mais au secondaire à la fin de sa carrière. Puis si je demande à toi, dans le fond, ton parcours un petit peu de vie, parce que bon, on a une belle enfance, ça va bien, pas de besoin réel, pas besoin de militer pour quelque chose. Puis là, toi, bon, tu vas à l'école, tu grandis. C'est quoi ton parcours au niveau école? Le primaire, le secondaire, c'était bien ordinaire. Il y avait un parcours de foi dans les écoles. On nous enseignait des principes, mais je trouvais que c'était plutôt, pour moi, vécu comme des automatismes. Je n'assimilais pas vraiment ces connaissances-là comme si elles m'appartenaient. C'était juste quelque chose qu'il fallait faire pour passer le test, pour passer à la prochaine étape. Et donc, j'ai fait mon primaire comme cela, ensuite le secondaire. Puis ensuite, à ce moment-là, il fallait ensuite aller à l'université, se décrocher un emploi intéressant. Donc, je suis allé en génie informatique à l'Université d'Ottawa. C'est complètement différent. Bien, c'est que j'avais quand même un intérêt, je dirais, philosophique. Mais mon parcours scolaire ne me permettait pas de parler en ces termes-là parce qu'on ne faisait pas de philosophie. Non, de l'informatique, hein? On faisait plutôt, oui, un peu d'informatique, un peu de sciences, physique, chimie, calcul, mathématiques, ce genre de choses-là. Mais je dirais l'esprit de réflexion, la philosophie, penser pourquoi on est sur la Terre, pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on fait ici. Ce genre de questions-là n'était pas posées tellement, sauf peut-être en littérature, mais seulement de façon accidentelle. On trébuchait sur certaines notions, on en parlait un peu, mais je dirais que c'était mis de côté pour juste le pratique. Est-ce que tes parents, eux, ils avaient une foi active? Ma mère allait à l'église. OK. On allait avec elle. Papa restait chez nous pour faire le dîner, pour nous préparer le dîner OK. quand on revenait. Alors, OK. lui, il restait à la maison. Ma mère l'appelait le Suisse barré. OK. C'est un... Il ne voulait pas y aller tellement, alors il restait à la maison, tandis que ma mère, on allait avec elle. Puis là, je faisais juste obéir à ma mère. Je ne voulais pas causer de problème, mais ça ne m'enthousiasmait pas. Mais quand j'étais rendu là, je faisais les chants, je participais, je faisais les lectures. Ça m'intéressait d'une certaine manière. J'aimais ça quand même. Puis je trouvais des fois la personne qui prêchait était intéressante à écouter. Donc j'écoutais les sermons assez attentivement. Mais ensuite, le lundi, j'oubliais tout. OK. Puis je vivais autrement. C'était juste ça. Ça, c'était le dimanche. C'est une activité intéressante. Là, je coupe ça. Je participe pour... C'était qu'il n'y avait pas de connexion avec la vraie vie, c'était juste une activité parmi d'autres. Il n'y avait pas de notion que Dieu, c'est une personne vivante qui, ici et maintenant, participe à l'histoire, à ma vie, puis il faut que je trouve ma place dans sa volonté, dans son plan, puis que j'adhère à ses commandements et que je manifeste son amour. Tout ça, c'était pour moi inconnu. Est-ce que tu peux dire à ce moment-là, parce que là, tu mentionnais juste un petit peu avant que c'était à l'université, que tu avais le goût d'en savoir un peu plus, que tu voulais faire des recherches, plus une conscience de se poser des questions. Est-ce que c'est là, tu peux dire que ça l'a comme travaillé un peu plus? J'avais des notions vraiment primitives de l'idée de l'âme, l'idée de l'esprit, puis comment c'est différent de la matière. Puis je me demandais, mais est-ce qu'on pourrait même téléverser son âme dans un ordinateur? Est-ce que l'âme humaine pourrait peut-être être mise dans une machine? Puis ensuite, est-ce que ça ne nous aiderait pas à nous émanciper de notre prison de chair? Okay. Alors, j'avais des idées comme cela. C'est un mélange d'informatique en toi Oui, bien, un peu de philosophique, d'essayer d'avoir... je me sens emprisonné dans ma chair. Je me sens comme prisonnier. Puis j'aimerais donc bien avoir plus de capacité d'aller d'une place à l'autre sans attendre, avoir plus de puissance intellectuelle et tout cela. Alors, ça, c'est le philosophe en toi qui parle. Là. Alors, philosophe, un peu comme autodidacte. Au secondaire, il n'y avait aucun cours de philosophie. J'avais des livres de philosophie sur mes étagères dans ma chambre, mais ça appartenait à mon père. Puis
j'ai jamais pris ces livres-là pour les lire. Il y avait des Astérix et Obélix, ça je les lisais, mais pas les livres de philosophie. Donc, mais par moi-même, et je suis certain que les êtres humains en général sont comme ça, ils se demandent pourquoi je suis sur cette planète, qu'est-ce que je fais ici, puis mon âme, ça semble être différent. Ma conscience de soi, c'est quelque chose d'assez merveilleux dans une matière, c'est intéressant, puis c'est quoi le lien entre cette âme-là que j'ai, cette conscience de soi, et la matière dans laquelle elle habite, cette conscience? Toutes ces questions-là. Donc, ça fait en sorte que j'ai voulu faire l'informatique parce que je voulais voir si l'être humain, comme son esprit, pouvait être habité dans une espèce d'ordinateur pour s'émanciper des limites charnelles de notre corps. C'est drôle, hein? Donc, le transhumanisme, en d'autres mots, m'intéressait à ce moment-là. C'est ça, parce que pour moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit « Je veux faire de l'informatique pour comprendre si l'ordinateur pourrait pas avoir une âme à un moment donné. » Ou mon âme même ton soit âme projetée dans l'ordinateur. Là, Jean Tardy aimerait bien ouais, ça. C'est ça. Donc ça, c'était en 1993. À ce moment-là, c'était lorsque j'avais fini mon secondaire, puis que je m'en allais en septembre à l'université. Donc j'ai commencé un cours de sciences, génie informatique, pardon, à l'Université d'Ottawa. Puis je me suis vite rendu compte que mes collègues de classe ne partageaient pas mes intérêts philosophiques. Oui. C'était plutôt... Les autres, c'est cartésien, là. Il n'y a pas d'âme... en fait, oui, c'est ça. Ils étaient très pratiques. C'est ça. Ils voulaient juste avoir un emploi. À ce moment-là, la grosse entreprise, c'était Nortel, qui a vraiment échoué, là, fini par... mais Nortel, dans le temps, c'était la grande entreprise à Ottawa qui embauchait pour génie informatique et toutes sortes d'autres métiers. Donc, on passe notre 4 ans rapidement, puis ensuite, on se fait embaucher, on fait notre 120 000 par année, puis on est content. Moi, je me disais, non, je veux vraiment me comprendre, puis comprendre comment ça fonctionne, l'esprit humain. Puis là, j'ai fini par me dire, bien, c'est pas en génie informatique que je vais apprendre ça, parce que là, c'est des mathématiques très avancées, équations différentielles, et programmation et tout cela, ce qui était bien, mais moi, je voulais comprendre mieux les questions philosophiques. Mais je ne connaissais même pas l'existence de ce sujet-là, philosophie. Donc, je suis rentré en psychologie. Oh! Pour étudier le cerveau. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai cru pouvoir comprendre mieux l'esprit humain, comment ça fonctionne, le cerveau, puis comment l'âme se rattache à cette... Tu as été rassasié de ta question. Bien, pas tout à fait. J'ai fait mon bac spécialisation en psychologie, mais ensuite, j'ai fait un autre bac en philosophie. Wow! De fil en aiguille, je me suis ensuite rendu compte que la connaissance en soi, la chose vers laquelle on tend tous en tant qu'être humain, ce dont l'âme a soif, c'est Dieu. Donc, j'ai fini par, après toutes sortes de détours, coursier à Vancouver, j'ai voulu faire des films, j'ai voulu être un chanteur. Attends, tu vas bien trop... T'as voulu être un chanteur? Non, arrête. Oui, ça fait partie de la vingtaine perdue, là. Entre 20 et 30 ans, là, j'ai été une espèce de... À la recherche de toi-même, là. Non, je dirais plus à la recherche. Tu as essayé plein de choses. J'ai essayé plein de choses. Au lieu de rester dans un métier ou dans quelque chose que j'aime pas, comme beaucoup font, on apprend ça, on s'en va dans ce métier-là, on reste dedans malheureux tout le restant de notre vie parce qu'il faut bien gagner son pain, comme on dit. C'est ça. Toi, tu as quand même assez... moi, là, écoute, je suis surprise. Là, ça y est, à la maison, on va faire, je te demande un chant à un moment donné. Non, il n'est pas question. Tu t'es rendu compte vite que c'était pas ton appel? Ce qui m'a vraiment, la goutte qui a fait déborder le vase ou qui m'a fait comprendre que je ne serais jamais chanteur, c'est un peu pas tout à fait juste pour moi, mais j'ai pris une biographie de Bob Dylan. OK. Puis un des volumes, là, il y a plusieurs volumes qu'il a écrit, une autobiographie. Puis c'était le premier volume, puis j'ai lu les premières vingtaine de... Parce que c'est le chanteur, c'est un chansonnier par excellence, Bob Dylan. Donc, je voulais en apprendre un peu de lui, comment faire. Puis le premier
20 pages, 30 pages. Je me suis dit, il a fait plus en 3 mois de sa vie que j'ai jamais fait dans 10 ans. Je ferai jamais ça, je pourrais jamais faire ça. J'ai lâché parce que j'ai dit, regarde, non, c'est une autre catégorie de personnes. J'avais pas la personnalité pour cela. J'ai compris que je ne serais pas chanteur. Des fois, on a des idéaux, mais on... Oui, mais là, c'est vraiment la réalité m'a vraiment frappé. Et lorsqu'il a raconté sa vie, je me suis dit, regarde, je ne serais jamais capable de faire ce qu'il faisait. Puis, dit le gars qui a 3 bacs. Oui, mais c'est ça. Mais lui, peut-être, il me regarderait d'une certaine manière. Je ne pourrais jamais faire ta vie non plus. On a Bien, chacun quand c'est pas notre sa place, vie. on a l'impression que la montagne est plus grosse. Quand c'est pas notre place, c'est difficile à monter. Oui. Puis toi, dans le fond, parce que là, bon, on voit que tu as un parcours, là, tu dis la vingtaine perdue. On n'est même pas... Oui, c'est ça. On est est rendu même à pas... peut-être 25, 26 à ce moment-ci, mais... Puis là, dis-moi, parce que, tu sais, pour en venir au sujet, dans le fond, pour lequel, parce que, tu sais, quand on s'est parlé, j'ai dit, il faut absolument qu'on puisse faire un au-delà des mots avec toi avant la marche pour qu'on puisse comprendre pourquoi toi, tu as décidé, tu sais, l'homme qui a fait ingénierie en informatique, la philosophie, la psychologie. Bon, la psychologie, je le comprends un peu plus, ça vient chercher. Mais quand est-ce que tu t'es mis les 2 pieds dans cet organisme-là et pourquoi et comment? OK. Alors, après plusieurs méandres et tentatives encore d'être cinéaste, chanteur, puis ensuite, finalement, un retour aux études en philosophie à Hamilton. Puis ensuite, j'ai fait une demande pour faire un doctorat à McGill, un doctorat en sciences religieuses. Donc, j'avais finalement passé d'ingénieur à théologien, plus ou moins. Donc, j'ai commencé à McGill en 2008, un doctorat en sciences religieuses. Puis, ce qui m'intéressait, c'est les preuves de l'existence de Dieu modernes, comme celle de Kant ou du Moyen Âge, comme celle de saint Thomas d'Aquin. Comment réfuter les arguments des nouveaux athées, qui, dans ce temps-là, 2007-2008, étaient très populaires. Là, Christopher Hitchens, Dawkins. Donc, j'ai commencé cela. Je venais de retourner à Montréal. J'avais déjà vécu là quelques années, mais j'étais comme un peu nouveau à Montréal. Puis, je ne connaissais pas de personne autour. Puis, je me suis dit, il faudrait que je me joigne à un club quelconque, rencontrer des gens. Mais là, j'ai regardé, il y avait un livret, je pense, qui montrait les clubs qui existaient. Puis j'ai vu un club pro-vie. Je me suis dit, puisque je suis chrétien, parce que je venais de retourner à la foi l'année précédente. Vraiment, là, ça faisait peut-être 1 ou 2 ans que j'ai décidé de recommencer la pratique de la foi. Maman a dû être contente. Oui, c'est ça, parce que tout le long avant, à chaque fin de semaine, quand je les appelais, est-ce que tu es allé à la messe? Est-ce que tu es allé à l'église hier? Et elle disait, je disais toujours non, parce que moi, je ne voyais pas la raison, ça me disait Mais là, ça devait commencer à bouger dans ton cœur, dans ta tête, c'est au cours que tu faisais. Oui, exactement. C'est en lisant les arguments de ces cours-là, c'est en étant exposé à certains... Je dirais, pour moi, c'était les auteurs anciens, comme Platon, par exemple. Et ces dialogues, et Socrate et d'autres, parlent sans complexe. Parce que les autres sont très philosophes, fait que ça venait te rejoindre. Oui, ils parlaient de Dieu, ils parlaient de l'existence de Dieu, de la nature de Dieu, Aristote également. Et là, je me disais, mais voici des intellects que j'admire, que je trouve très solides. En lisant les dialogues, c'est incroyable, c'est une poésie, c'est une rigueur intellectuelle impressionnante. L'équivalent, sinon supérieur à ce que j'entends et que je vois aujourd'hui. Mais leur façon de parler était totalement différente. Différente, mais quand même, c'est aussi très semblable et moderne. Je trouve ça... Augustin, Saint-Augustin, qui a été un théologien fondamental, lui aussi, quand on lit ses confessions, par exemple, c'est vraiment d'une actualité incroyable. C'est comme si on lisait quelqu'un d'aujourd'hui. Fait que toi, dans le fond, tu t'es retrouvé... Oui. Je me suis dit, mais regarde... tu t'es retrouvé, dans le fond, à voir le groupe Pro-Vie? Oui, c'est ça. Donc, disons que ma conversion, juste avant ça, c'était en lisant Platon. Puis ensuite, j'ai lu l'Évangile selon Saint Jean.
pour la première fois dans plusieurs années, puis j'ai vu que, puisqu'ils étaient presque contemporains, Saint Jean, avec les Grecs de l'Antiquité, ils avaient le même style, justement, et les mêmes catégories de pensée. Puis là, je me suis dit, mais si je crois que ces gens-là de la Grèce, de l'Antiquité, disaient vrai sur ce qui se passait autour d'eux, pourquoi je ne croirais pas à ce personnage, cette personne-là qui décrit ce qu'elle a vu? Puis là, j'ai dit, si c'était vrai, ce qu'il disait, c'est incroyable. Ça m'a ouvert les yeux parce que je prenais au sérieux ce que les Grecs disaient. Et là, tout à coup, il y a un autre qui a aussi rédigé ces évangiles en grec. Puis il utilisait les mêmes notions, les mêmes sortes de pensées. Puis là, je voyais que, OK, il a parlé d'un certain Jésus qui a fait un miracle. Pourquoi qu'il mentait? Bien, Jean-François, il disait souvent aux personnes, là, tu sais, c'est quand même assez incroyable parce que c'est des personnes différentes, dans des époques différentes, qui ont toutes un même thème, puis sans se tromper, ça s'en va tout vers le même endroit. Puis dans les écritures, des langues différentes. Puis ils ont retrouvé comme des milliers de manuscrits dans des temps différents qui relatent toutes la même chose. Alors que si on croit en Jules César, qu'il y a quelques manuscrits... Quelques petits brides. À plus forte raison, on va croire en Jésus qui a vraiment existé, puis que toutes les personnes, puis les prophéties et tout ça qui ont emmené. Fait que toi, dans le fond, ça t'emmène à voir ce groupe-là, parce que, bon, j'imagine que ça vient te chercher. Donc, je faisais un doctorat en sciences religieuses. Là, je cherchais... Oui, le Pro-vie, par contre, je ne voyais pas ça tellement comme un enjeu important. Okay. C'était plutôt le groupe et le social que je recherchais. Puis je me disais que quand même, il va y avoir des gens compatibles avec ma foi dans ces milieux-là. J'avais comme une notion que, oui, les Pro-vie, c'était plutôt... tu avais quel âge dans ces environs-là? J'ai dû avoir 34 ans, quelque chose de même. Donc, un étudiant éternel, là, genre. OK. Donc, je me suis joint à ce groupe-là. La première activité, c'était plutôt organisationnel, un peu planifier notre année. La deuxième activité, c'était une soirée, ce qu'ils appelaient une soirée d'apologétique pro-vie, où il fallait parler des arguments en faveur de la vie et contre l'avortement. Puis aussi, il y avait une vidéo qui montrait un peu les arguments. Donc, on est allé dans une salle de l'Université McGill, puis il y avait un écran, puis c'était une salle de conférence, finalement, avec des chaises autour. Puis on a regardé une vidéo avec une dame qui s'appelle Stephanie Gray, qui, à ce moment-là, travaillait pour le Centre de la réforme en bioéthique du Canada. Puis elle discutait de tous les arguments en faveur de la vie contre l'avortement. Puis c'était convaincant. Puis elle a dit, maintenant, il faudrait que vous voyiez ce qu'est un avortement. Ouf. Donc, préparez-vous. Puis là, il y avait comme une pause. L'écran est devenu noir. Puis là, la vidéo a commencé à jouer. Puis moi, je mangeais mes chips. On était tous un peu contents, détendus. On était en gang. C'était intéressant jusqu'à date, mais là, c'est le temps de voir la vidéo. Là, je regarde en mangeant mes chips, puis là, on voit des avortements à différentes étapes du développement. Ça commence à 7 semaines. On voit des petites mains. On voit ensuite à 9, on voit la petite mâchoire, la tête, le torse, un bras démembré. Ensuite, on voit... À la fin, 20 semaines, donc un petit bébé mort, qu'on enveloppe avec une espèce de papier ciré comme on voit chez le boucher. Là, à ce moment-là, ma vie venait de changer. Puis je me suis dit, wow, OK, c'est un peu un choc, là. C'est un choc nerveux presque. Je me suis dit, j'étais préparé, c'était volontaire, j'ai regardé. Mais je me suis dit, OK, ma vie vient de changer en regardant ça. Jamais je ne pourrai faire ce que je faisais avant. Sans penser qu'en même temps, il se passait des choses comme ça à quelques coins de rue. Quand maintenant je suis en train de faire un devoir, d'écrire une thèse sur l'existence de Dieu selon Kant dans un Starbucks, ben, je vais penser à 2 coins de rue sont en train de faire ça. Puis je ne pouvais plus
vivre avec cette dissonance cognitive, Sans rien faire. sans rien faire. Je me suis dit, soit j'arrête d'être chrétien, comme ça, la tension ne sera plus présente. Parce que là, je vivrai juste comme je dirais, un mondain, quelqu'un qui fait juste vivre en suivant le plaisir maximal. On cherche comment maximiser son plaisir. Ça, c'est une façon de vivre. Mais si on croit que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous, qu'il accomplit la loi sans l'abolir, puis une des lois de Moïse, c'est « tu ne tueras point ». Puis s'il faut défendre cette vie-là, sinon on est coupable du sang, si tout ça est vrai, et j'avais pas de raison pour le nier, je connaissais les arguments historiques pour la foi chrétienne, que c'est un document historique, ces évangiles-là. C'est pas, on peut pas nier ça comme si c'était rien. C'est vraiment... Ça n'a pas été inventé il y a 10 ans par quelqu'un qui a écrit ça ou aujourd'hui avec ChatGPT. C'est pas sorti de ChatGPT, c'est sorti de la main de quelqu'un qui a écrit ça il y a 2000 ans, presque 2000 ans. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es avec Provi? Alors, ça va donner ça. un peu À ce ton moment-là, âge en c'était même temps. 2008 que j'avais vu la vidéo, puis ensuite, l'automne de cette année-là, je me suis joint à Campagne Québec Vie. OK. Parce que En tant que bénévole? J'ai fait une recherche, j'ai dit oui, j'ai fait une recherche, j'ai cherché Campagne Québec Vie. C'était comme un peu difficile, le site web n'était pas très développé. J'ai fini par trouver une librairie qui était adjacente au bureau. Puis là, j'ai vu une personne, j'ai dit, est-ce que là, juste au bord de la porte, est-ce que c'est Campagne Québec Vie? Il m'a regardé avec les yeux ronds. Oui, c'est ça, c'est Campagne. Est-ce que je peux voir le directeur aujourd'hui? Il a dit, ben, prenez un rendez-vous. Donc, finalement, j'ai pu rencontrer, à ce moment-là, le président, c'était Luc Gagnon. Et lui, c'est ça, on a discuté ensemble, puis j'ai dit, ben regarde, j'aimerais faire à temps plein quelque chose pour vous. Puis il a dit, ben c'est ça, on n'a pas d'argent, mais on peut quand même s'arranger. Puis, donc, j'avais comme première responsabilité une vigile de prière pour la fin de l'avortement, les 40 jours pour la vie. C'était la première édition de cela. Ça, c'était une vigile qui est sortie... qui avait commencé au Texas, aux États-Unis, puis ça s'est répandu un peu partout. Donc, ça a commencé à Montréal. Il voulait en faire une. Il m'a dit, ben, on ne peut pas vraiment faire le 12 heures par jour pour 40 jours de film, mais faites dimanche soir, 1 heure ou quelque chose par semaine, au moins faire quelque chose pour dire qu'on est solidaire. Mais j'ai dit, non, on va faire vraiment le 12 heures par jour. Puis, c'était la première activité que j'avais organisée pour Campagne Québec Vie. Puis je vivais juste pour les premiers mois sur la bourse que j'avais reçue pour mes études. Puis ensuite, quand ça a arrêté au semestre suivant, parce que j'avais abandonné. Parce que là, tu allais à l'école en même temps que tu faisais ça. Oui, mais j'avais abandonné. Puis j'ai fini par continuer juste ma charge de cours, assistant, enseignant, pour finir le semestre. Mais après ça, j'avais, donc en janvier 2009, j'ai commencé vraiment à temps plein avec Campagne Québec Vie, avec les 40 jours pour la vie. Donc, j'allais à tous les jours devant le centre d'avortement Morgenthaler sur la rue Saint-Joseph. Puis, j'organisais comme la présence priante devant cet avortoir-là pour 40 jours durant le carême, là, juste avant Pâques. Puis, j'ai commencé à temps plein et après, je suis devenu président en septembre 2009. Wow! C'était ta place? C'était ma place. C'était, ben, en tout cas, j'y suis encore, puis ça fait 16 ans presque. Wow! Une des raisons pour lesquelles je t'avais demandé de venir me rencontrer, dans le fond, aujourd'hui, c'est parce que, bon, les gens, souvent, qui vont t'entendre parler, hein, c'est pas personnel, tu sais, dans le sens qu'on parle at large pour dire non à l'avortement. Puis les femmes, des fois, ben ils vont dire, bon, ça que lui, il parle de ça. Aujourd'hui, je comprends que tu as vu quelque chose qui te saisit, puis qui te fait dire, il faut que je fasse quelque chose. Ça aurait pu être une femme qui dise,
il faut faire quelque chose. Mais là, c'est toi qui as été appointé. Maintenant, tu es à la tête, dans le fond, de Campagne Québec Vie. Mais quand tu en parles, je pourrais dire, tu sais, on voit cette passion que c'est comme, hey, tout le monde, tu as envie de shaker tout le monde pour dire, arrêtez ça, c'est un meurtre. Mais d'un autre côté, tu es conscient que quand tu parles comme ça, puis que les gens ne te connaissent pas personnellement, peuvent voir comme c'est moi l'homme, puis vous devez écouter et tout ça. Puis les femmes, certaines femmes vont dire mon corps, mon choix, toi, tu es un homme, qui t'es pour parler de ça? Ouais. Puis à un moment donné, quand on en a reparlé, tu dis il y a quelqu'un qui me dit Nance, tu devrais le rencontrer un peu plus personnel parce que tu sais, il y a des femmes, personnellement, qui t'ont contacté directement à ton poste de campagne Québec Vie. Puis, quand tu es avec une personne, tu écoutes ce que la personne vit, puis de cas par cas, bien, tu es là aimant, tu es là pour les aider, tu n'es pas là pour taper sur la tête, tu n'es pas là pour dire, bien, qu'est-ce que tu as fait, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu un exemple de comment ça fonctionne quand quelqu'un t'appelle puis qu'il a besoin d'aide? En Campagne Québec Vie, on a un genre de ministère d'aide aux femmes enceintes en difficulté qui s'appelle Enceintes et inquiètes. Alors, ça, c'est mon collègue Brian Jenkins qui s'en occupe principalement. Moi, parfois, oui, j'ai des appels, puis j'essaie d'aider autant que possible, mais c'est vraiment son département de s'occuper de cette partie-là où les gens demandent de l'aide. Donc, juste l'autre jour, on a fêté le premier anniversaire de jumeaux qu'on a aidé à sauver d'une certaine manière l'année passée. Donc, il y a en fait 2 femmes que nous avons aidées l'année passée qui ont eu des jumeaux. Puis ça, c'était donc une paire de jumeaux. Brian a assisté à leur premier anniversaire il y a quelques jours. Mais c'est ça qui est le fun, parce que souvent, les gens vont penser que, bon, Campagne Québec Vie, la seule chose qu'ils font, c'est non à l'avortement, puis c'est tout. Mais c'est parce que, contrairement à ceux qui peuvent penser le contraire, c'est que vous avez des outils en place pour des femmes qui disent « j'ai pas le choix de me faire avorter, j'ai pas les moyens, j'ai pas de soutien ». C'est là que vous rentrez en ligne de jeu puis que vous dites « attendez, on n'est pas là juste pour crier non à l'avortement, on est là également pour vous aider à ne pas franchir cette étape-là, pour vous montrer que vous avez du soutien. » Puis j'imagine que vous connaissez beaucoup d'organismes autour. C'est ça. Là où vous pouvez les diriger pour que justement ils puissent prendre un choix mieux éclairé. Il y a des subventions gouvernementales, aussi? Il y a des Wow, programmes gouvernementaux, il y a beaucoup d'organismes qui offrent de l'hébergement. Est-ce que vous suivez ces étapes-là avec ces femmes-là? Bien sûr, bien sûr. Quand une personne nous appelle pour de l'aide, il y a aussi souvent plusieurs personnes qui n'ont pas d'assurance médicale au Québec, donc soit des étudiantes de l'étranger ou des personnes, peut-être même des réfugiés, qui n'ont pas de RAMQ. Donc, l'accouchement leur coûtera 12 000 genre. Oui. Donc, il faut soit trouver un organisme qui vient en aide à cette clientèle-là, cette tranche de population-là qui n'a pas de RAMQ, d'assurance médicale, ou on trouve d'autres moyens, des médecins au moins pour faire le diagnostic et le suivi bénévole, pro-vie, qui vont les guider dans ce processus-là. Donc, et souvent, quitte à devoir repayer l'hôpital, mais en paiement, en versement sur plusieurs mois. Donc, mais tout ça, il y a beaucoup de ressources qui existent. On n'entend tellement pas parler, il y en a à beaucoup. part l'avortement comme solution, on n'entend pas vraiment parler de ça. C'est justement pour cela qu'il faut, comme je dirais, trouver l'équilibre entre vérité et charité. Ben, pas équilibre. Les deux sont des bonnes choses. Mais disons, la vérité doit être dite avec charité. Donc, d'une part, la charité. On aide autant que possible, on porte le fardeau des autres autant que possible. La personne aussi doit se responsabiliser, je dirais. Mais en même temps, la vérité doit être dite ou au moins comprise pour qu'on sache de quoi on parle.
Parce que l'avortement, c'est pas juste j'interromps une grossesse. Je vais Il y en mettre... a beaucoup que c'est juste ça. Ben, c'est que, pour certains, c'est que je vais mettre sur pause, puis ensuite, je vais pousser play plus tard. Comme si c'était une chanson qu'on peut juste mettre sur pause, puis ensuite, cette même chanson, on va continuer plus tard. Non, non, non. On prend la cassette, on l'écrase, puis ensuite, on s'achète une autre cassette, puis on joue. C'est pas la même cassette. En d'autres mots, il faut quand même savoir que quand on se fait avorter, on met fin à la vie d'un individu qui ne reverra jamais le jour. Si une femme t'appelle... C'est quand même... C'est dur. C'est dur. Oui, mais c'est pour ça que je viens avec la question aussi. Une femme t'appelle, puis te mentionne que elle veut se faire avorter. Bon, elle a à cœur de vous appeler, voir qu'est-ce que vous pouvez lui offrir. Est-ce que tu peux ressentir un jugement envers elle? Si elle dit, exemple, tu sais pas ce que je vis, tu peux pas comprendre, tu es un homme, comment je vais être sûre que vous allez vraiment m'aider? Est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça où ce que la femme finit par dire, ben, prendre confiance peut-être en toi, parce que bon, il y en a là-dedans qui ont tombé enceinte, c'était pas nécessairement voulu, l'homme est parti, fait que de reprendre confiance en homme, moi, puis ils appellent à Campagne Québec Vie, c'est un homme qui répond, qui dit, moi, je vais t'aider. Puis là, en plus, ils savent que quand ils t'écoutent à d'autres endroits, tu as l'air, en tout cas, un peu plus dur. Ouais. Est-ce que cette façon de faire, est-ce que... Bref, c'est comme plein de questions en même temps, là, je le sais, mais... Bien, disons que dans le concret, je veux juste expliquer comment on fonctionne. Pas toutes les personnes sont bonnes à faire tout. Alors moi, j'ai des forces et des faiblesses. Alors, sur le bord d'assister, de donner de l'aide, d'avoir une certaine douceur, c'est peut-être pas nécessairement mon rôle. Donc, je demande à mon collègue Brian, qui est beaucoup plus doux, de faire ce travail-là. Mais tu sais, même On dans les doit admettre églises, nos faiblesses. Ben oui, même dans les églises, c'est comme ça. Il y a des pasteurs qui vont dire, ben moi, je suis quelqu'un qui va amener la parole, qui va faire Ouais, des recherches, mais au ça. niveau rencontré pour aide pastorale... Mais je reconnais ça. Mais je reconnais néanmoins, Mais vous avez une belle équipe. Oui, le besoin Bien complète. d'avoir ça. Puis on a des bénévoles, des femmes bénévoles aussi qui nous aident, des contacts, des gens qui ont fait ça plusieurs années. Bien, tu vois, c'était une de mes autres questions. Dans le fond, dans votre Il y a un entourage, réseau. vous avez un réseau, puis vous avez quand même des femmes qui sont là Bien sûr. aussi pour vous aider. Bien sûr. Si je te demande dans une année, un approximatif, avoir une certitude que vous avez aidé des femmes qui vous ont contacté, ça peut être combien par année à peu près? Je dirais des appels, comme si on prend juste les appels, il peut y avoir entre 50, 60, 70 appels pour une année. Quand même? Dans la région de Montréal? Bien, ou... c'est des appels qui nous proviennent d'un peu partout, même Mais de toujours dans le Toronto, Québec? Ah oui, même OK. des francophones à Toronto vont OK. nous appeler. OK. Parce qu'il y a une branche anglaise, dans le fond. Bien, c'est qu'on à est sur Ottawa. Facebook, OK. par exemple. Ben là, OK. ça peut être de n'importe où, ça peut être même des gens de... Même on a eu des gens de très loin. Même j'ai eu un père, mais c'est moins... C'est triste. Mais un père, je crois, de la Belgique, nous a contactés très choqué parce que sa fille avait lu notre site web, puis ce n'était pas fait avorter parce qu'elle avait vu comme que c'était peut-être pas quelque chose de banal. Qu'il y avait peut-être d'autres Donc, solutions. elle a attendu, puis là, lui, il l'avait forcé de faire un avortement tardif. OK. Puis ça a été fait. Ah. Mais il a dit, regarde, c'est à cause de vous qu'elle a manqué sa fenêtre d'avortement à un stade moins avancé. Donc, il y a des gens qui lisent partout au monde. Mais je dirais que notre Fait que clientèle... de 50 à 60 Oui, appels c'est ça. de femmes. Puis ensuite, combien qu'on accompagne, c'est peut-être une trentaine ou vingtaine par année. Quand même. Mais ça fait Oui. de diverses façons. Puis il y en a que vraiment, c'est continuel. Puis Mais même un an après, dans la fête, Oui, la fête la d'anniversaire. fête, oui, puis d'anniversaire. puis Mais j'imagine vous du recevez loyer. des On aide. emails aussi. Merci, ça a été la C'est meilleure ça. décision que j'ai prise.
Ben, c'est toujours... oui, il y a des gens qui vont avoir des belles choses à dire, mais il y a aussi des gens qui continuent à être dans la difficulté, qui vont avoir encore des problèmes. C'est difficile. La vie est pleine de difficultés. C'est complexe. C'est des situations où souvent il y a de la friction dans le couple ou de la confusion, des problèmes de DPJ, des choses comme ça. Donc, c'est pas clair et net souvent. Mais il y a quand même des belles histoires. Il y a des belles histoires, puis il y a de la vie. C'est-à-dire qu'il y a un enfant devant nous qui fête son premier anniversaire, qui porte un petit chapeau, qui est tout cute. Alors là, c'est quand même quelque chose. C'est pas ce que j'ai vu dans la vidéo. En plus, toi, aujourd'hui, en terminant, toi, aujourd'hui, tu es papa Ben oui. d'enfants. Oui, de 4 C'est garçons. encore 4 garçons. Des 4 garçons. Donc, Pauvre femme. Oui, ben c'est ça. J'ai accompagné mon épouse dans tous ses accouchements. J'ai pas partagé sa douleur. J'ai fait autant que possible. Mais j'assistais aux accouchements qui ont été. Et je le sais que ça peut être difficile, et très difficile. Tu as vu la différence? C'est dans 20 ton- heures, 21 heures le premier. ok, Il était à l'envers, il n'était pas bien positionné. Donc, on voulait faire ça à la maison des naissances, sans médicalisation. Mais là, C'est pas finalement, évident, là, après, il fallait tout ce temps-là. l'épidural, il fallait même une intervention chirurgicale pour que finalement l'enfant sorte. Donc, je comprends que c'est Fait pas que facile. tu as vu l'avortement, la Oui. mort d'un bébé, Oui, mais aujourd'hui, tu as quand même un souvenir, puis tu aurais envie que les femmes qui sont enceintes puissent le vivre parce que tu as vu aussi 4 bébés naître. oui. Tu oui. étais là, puis tu as vu que c'était beaucoup... c'était très émotionnel et très... c'est personnel, hein? C'est quelque chose de donner la vie. Il n'y a rien de plus concret et de plus, je dirais, enrichissant dans sa vie qu'un enfant. C'est difficile de comparer. Oui, on peut accomplir des belles œuvres, des choses, mais l'enfant, en fait, il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu sur Terre, c'est l'être humain. Et c'est ce pourquoi nous ordonnons la société, c'est pour l'être humain et son bien. Donc, je trouve ça très malheureux et paradoxal que nous permettons l'avortement parce que on est en train de mettre à mort ce pourquoi on est censé créer une société. C'est pour aider, c'est pour donner la vie, puis ensuite l'appuyer de toutes nos forces, de toutes les manières avec le système médical. Mais là, on inverse. Donc, je travaille pour conscientiser. Puis, en même temps, nous aidons les femmes enceintes en difficulté. Donc, tout pour que la vie soit protégée de la conception à la mort naturelle. Et comme tu mentionnes souvent quand on te rencontre, mais dans la Bible, ça le dit, hein, j'étais tissée dans le ventre de ta mère. Donc, c'est Dieu qui parle aussi. Fait que la conception vient de Dieu. Dieu sait que cet enfant-là est à naître. Écoute, en terminant, un petit mot pour inviter les gens. Oui. Nous avons organisé une marche annuelle pour la vie. Et donc, cette année, ce sera le 31 mai, un samedi, à Québec, à 11 h. Venez en grand nombre, apporter vos gens, la famille. Il va y avoir des autobus qui vont venir de Montréal et peut-être d'ailleurs. Et donc, c'est une journée festive, c'est une journée positive, la joie de la vie, on veut la communiquer, on veut que les gens prennent conscience comment précieux est la vie et comment il faut la célébrer. Donc, c'est vraiment le contexte de cet événement-là. Puis ensuite, même après, nous allons avoir un banquet pour la vie, pour pas loin du lieu de la manifestation, donc près de l'Assemblée nationale du Québec. À l'hôtel Delta, il va y avoir un souper après la marche. On pourra se rencontrer et on va souligner la vie et la carrière d'un bon ami de notre mouvement, Robert Reynolds, un avocat qui a travaillé plus de 50 ans pour protéger les valeurs chrétiennes et protéger la vie de la conception à la mort naturelle. Donc, on va souligner ses accomplissements. Et ça va être une très belle soirée. Donc, une belle journée de marche pour la vie, puis ensuite cette soirée,
un banquet Pro-Vie. On vous invite à venir en grand nombre. Bien, écoute, merci, Georges, de nous avoir montré une autre facette de toi. Ça fait plaisir, Nancy. Merci. Merci.